De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Nadia Lamargui, Gemma Talem et Camille Sari. Tout de suite, le dossier du jour. En Afrique, plusieurs États se sont lancés dans la mise en place d'une couverture maladie universelle pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux soins médicaux. Mais dans chaque pays, le modèle de régime est bien différent et le problème de financement est souvent présent. En reportage, notre correspondant en Mauritanie, Franck Ndofina. La couverture maladie universelle, un soutien au système sanitaire africain. Présent dans quelques pays sur le continent, les systèmes d'assurance maladie se différencient que l'on soit dans un pays ou dans l'autre. Ghana, Maroc, Tunisie ou Bénin, les pays ayant adopté la couverture maladie universelle sont de plus en plus nombreux à mesure que le temps passe. Mais s'il est vrai que le concept se généralise, aujourd'hui, force est de constater que d'un pays à un autre, la qualité des services offerts reste nettement différente. Qu'est-ce qui fait la force des systèmes de couverture maladie dans certains pays? Qui peut bénéficier d'une couverture maladie? Les pays sous-développés et ceux en développement sur le continent ont-ils les ressources nécessaires pour véritablement instaurer et mener à bout des régimes d'assurance maladie? À l'instar de ses voisins du Maghreb arabe comme le Maroc, la Tunisie ou encore l'Algérie, la Mauritanie souhaite faire de l'accès aux soins de santé une priorité. Avec une population de 3,8 millions d'habitants, l'objectif est d'arriver au moins à 30% d'assurés d'ici 2016. Et pour y parvenir, l'État mauritanien a mis en place depuis janvier 2007 la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a pour objectif de conduire la réforme d'assurance maladie tout en permettant aux citoyens de jouir des meilleures prestations sanitaires. Heureusement qu'on a pensé à ça, parce qu'il y a un vrai besoin au niveau de nos populations qui sont, comme vous le savez, des populations de pays en voie de développement, où le taux de pauvreté est encore assez important, et donc où la capacité de prise en charge par les populations reste encore extrêmement limitée. Depuis 7 ans que la CNAM est mise en place, ce sont un peu plus de 300 000 personnes qui bénéficient de la couverture maladie en Mauritanie, ce qui représente 10% de la population. Le chiffre n'est certes pas à la hauteur de la demande sur le terrain, mais les assurés reconnaissent néanmoins la qualité des prestations. Ici, les malades sont pris en charge pour les consultations, les examens de laboratoire, les examens radio, les imageries médicales à 90%. Moi, j'ai fait une coronarographie à l'hôpital Cheikh Zayed à 90%. Je n'ai payé que 10%. Ça, c'est rien du tout. L'étranger, j'ai été évacué en Tunisie pour des problèmes cardiovasculaires. Je porte actuellement 3 pontages coronariens gratuitement. Qui sont les principaux bénéficiaires de la couverture du risque maladie en Mauritanie? Dans sa politique, la CNAM, sous les directives du gouvernement, a souhaité observer une approche graduelle. Les premiers bénéficiaires sont donc les parlementaires, le personnel militaire, ensuite les agents de l'État et depuis janvier 2014, le secteur privé et les professions libérales. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ça veut dire que si on veut assurer la population qui n'a pas les moyens, il faudrait quand même avoir les ressources pour le faire. Et c'est précisément, me semble-t-il, la réflexion qui a été menée par les pouvoirs publics, que de dire on va d'abord assurer les gens qui ont les moyens de le faire, parce que ça va nous permettre d'avoir des ressources qui vont pouvoir justement nous permettre de prendre en charge ceux qui n'ont pas. C'est ça principalement l'effort de solidarité dont on parle. Contrairement à la Mauritanie, le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, a souhaité démarrer sa couverture maladie par les populations les plus démunies. Politique d'avant-garde ou stratégie électorale, trop tôt pour le dire. Le RAMU, régime d'assurance maladie universelle, n'a effectivement démarré qu'en 2013. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous nous sommes intéressés d'abord à la couche défavorisée, la couche qui a le plus besoin de cette couverture du risque. Je veux parler des artisans, des agriculteurs, de ceux qui sont dans des situations précaires, les gens qui sont dans l'économie informelle, les conducteurs de taxi-moto, les dockers de notre port, etc., etc. Quel est le coût de l'assurance maladie au Bénin? Afin de permettre à toute la population d'adhérer au régime d'assurance maladie universelle, l'État béninois a considérablement augmenté sa subvention. La grille des cotisations est donc de 1 000 francs CFA par mois chez l'adulte et de 1 000 francs CFA par an chez l'enfant de moins de 5 ans. Des cotisations qui devraient permettre d'accéder à de nombreux soins.
Nous avons essayé de définir les charges couvertes en faisant mieux que les mutuelles classiques que nous avons. Nous pouvons citer, entre autres, la consultation, les frais de laboratoire, les frais d'hospitalisation, de chirurgie, de radiologie, d'échographie, etc. Je pense que c'est un bon paquet que nous avons et que nous garantissons pour nos adhérents. Loin de la Mauritanie et du Bénin, la couverture maladie universelle est restée un projet pendant de nombreuses années au Sénégal. Au pays de la Teranga, seuls 20% de la population bénéficie d'une couverture du risque maladie. Comptant sur l'expérience du Maroc et avec une nouvelle volonté des autorités politiques, le projet de mise en place d'une couverture maladie universelle pourrait voir le jour d'ici 2015. Nous avons ce qu'on appelle des projets pilotes. Aujourd'hui, nous avons un projet pilote dans 4 régions du Sénégal. La région de Diourbel, celle de Fatick, de Kaolack et de Kaffrine. Ces 4 régions centrales ont aujourd'hui ce qu'on appelle un système qui va permettre d'avoir une couverture médicale universelle. C'est ce que nous tentons de faire dans ces régions et nous le faisons avec aussi l'appui des partenaires. Nous avons créé un fonds régional de solidarité et nous allons à partir de cela multiplier aussi les mutuelles de santé et faire tout pour impliquer le monde rural et le secteur informel. En attendant la mise en place de la couverture maladie universelle au Sénégal, plusieurs organisations de la société civile essayent de soulager la peine des populations en matière de santé en mettant en place diverses initiatives. L'ONG Connexion Sans Frontières a par exemple développé une solution de micro-cotisation basée sur un système traditionnel de cotisation journalière de 50 francs CFA prélevés sur les appels téléphoniques. Nous avons besoin d'une éducation assurantielle, que les gens considèrent que c'est une expression de solidarité nationale. Et qu'ensuite, par rapport à la réglementation, qu'on puisse aller vers une obligation. L'objectif du gouvernement sénégalais à l'horizon 2017 est que 115% de la population puisse bénéficier de l'assurance maladie. C'est pour cette raison qu'il encourage les initiatives privées visant à trouver des solutions endogènes à la concrétisation de cette ambition. Quelqu'un qui vit dans le monde rural, dont les revenus n'apparaissent qu'après la campagne agricole, si vous lui demandez avant de cotiser, cette personne ne pourra pas le faire. Donc stratégiquement, nous devons aussi avoir des moyens. Et ça, pour le monde rural, ce sera d'attendre la fin de la campagne, au moment où les paysans commencent à avoir de l'argent, à ce moment-là, qu'ils puissent cotiser. Et cela sera toujours une cotisation à la hauteur des possibilités. Dans les pays africains ayant introduit l'assurance maladie, les faibles taux de couverture représentent un défi majeur et récurrent. Au Ghana par exemple, où le régime d'assurance maladie est perçu comme un succès, les statistiques estiment que 64% de la population, dont une vaste majorité est pauvre, est exclue. 10 ans après l'introduction de l'assurance maladie en Tanzanie, seuls 17% de la population est couverte. Au Kenya, ils sont seulement 18% alors que l'assurance maladie est en place depuis 50 ans. La demande de prise en charge sanitaire est grande, très grande sur le continent. Mais l'impréparation de certains pays les amène à s'éloigner de l'essentiel, la qualité des soins offerts. Afin de relever les défis sanitaires qui se présentent aujourd'hui, les pays africains devraient accorder une plus grande place au financement de l'assurance maladie dans leur budget. Il faudrait également investir dans la sensibilisation des populations sur les bienfaits de l'assurance maladie universelle. Nadia, on a vu les efforts des États africains pour mettre en place une couverture maladie universelle. Quels sont les freins qui bloquent encore la mise en place effective et complète ? Les freins sont certainement de diverses sources. Mais juste pour revenir sur les chiffres globaux. En fait, en regardant un petit peu, on a vu, j'ai trouvé quelques chiffres qui sont assez significatifs, notamment moins de 10% en fait, de la population d'Afrique subsaharienne est couverte par l'assurance maladie. Encore moins, on ne parle pas d'assurance universelle, on parle seulement d'assurance maladie. Et que justement, les chiffres de l'OMS sont assez alarmants. Les chiffres donnés montrent que 100 millions d'individus peuvent basculer dans la pauvreté
en tout cas ont basculé dans la pauvreté à la suite de dépenses de santé inattendues. Et on sait bien qu'en Afrique, ça se passe souvent comme ça. Ces dépenses de santé-là sont prises en charge par la famille, en général, qui se saigne aux 80 pour pouvoir soigner ses parents. Ça, c'est compliqué. On voit très bien que le système n'est pas encore opérationnel, non pas seulement sur les affaires de formel, non formel, parce que c'est souvent la raison qu'on donne. On dit, voilà, il faut cotiser. Ceux qui cotisent sont ceux qui ont des salaires réguliers. Ceux qui ont des salaires réguliers sont des gens du public ou du secteur privé, enfin une petite partie du secteur privé, sachant que dans le public, les salaires ne sont pas assez élevés et que cette ponction-là sur les salaires est pour beaucoup de personnes une ponction trop importante. Donc c'est vrai que trouver des modes de financement de l'assurance maladie un peu alternatifs, comme par exemple ce qu'on a vu dans le reportage, j'ai trouvé ça assez intéressant, la taxation des appels téléphoniques, je trouve ça judicieux, c'est pas bête. En tout cas, il faut trouver un système de financement alternatif qui permet de prendre en charge, en tout cas de remplir les caisses de l'assurance maladie et de couvrir un maximum de personnes. Maintenant, comme tout ce qui se passe lorsqu'il s'agit de ces grandes campagnes qui touchent toute la population, la seule institution capable de le faire, c'est l'État. C'est à charge de l'État de faire son maximum pour que toute la population puisse avoir accès aux soins. Donc ça veut dire développer et les infrastructures et le système de financement qui va avec. Là, on voit bien que pour le moment, la santé n'a pas été la priorité dans beaucoup d'États. Le pays qui, à mon sens, a eu la politique de santé la plus cohérente, qui est le Rwanda post-génocide, on voit bien qu'il a réussi à faire baisser, mais tous les indicateurs de santé sont quasiment au niveau de certains pays émergents ou certains pays en développement. Donc c'est la preuve que lorsque la politique de santé est bien faite et qu'elle est menée de manière construite, bon là pour le Rwanda c'est vrai que la population est limitée, donc c'est plus simple de gérer ces choses-là. Mais il faut réfléchir à la politique de santé à long terme et non pas faire du court terme comme beaucoup le font, et faire des grandes campagnes. Il faut que le citoyen qui ne peut pas se déplacer, l'État se déplace pour aller voir le citoyen. Il faut que les agents de l'État se déplacent pour régulariser des situations s'il le faut et permettre justement à la population d'avoir un accès le plus généralisé à un système de santé. Gémal, c'est bien le financement qui pose problème. Si c'était que le financement, ce serait pas mal. Malheureusement, le mal est beaucoup plus grand. On a abordé lundi la question de la santé en Afrique. Et nous avons tous été sur ce plateau, en tout cas, unanimes, d'accord sur une chose, c'est que le bilan n'y est pas et que le compte n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le continent africain, même si des efforts réels, louables ont été faits, et il n'y a aucun doute là-dessus. Chacun de nous qui a une enfance africaine sait très bien que les conditions de l'époque et celles d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. La vaccination, notamment infantile, a de ce point de vue-là beaucoup progressé. Mais enfin, il reste tellement de choses à faire encore. Tellement de choses parce que l'Afrique est encore au plus bas niveau de tous les classements. En Afrique, on meurt encore beaucoup de paludisme. Alors, il n'y a pas de vaccin pour le paludisme, mais il n'y a souvent pas de soins primaires. Et donc, il y a de vrais problèmes. Et il est bien entendu que dans un bilan comme celui-là, une couverture maladie universelle est juste illusoire. Alors, vous me direz, est-ce que c'est une question de moyens? Moi, je pense que c'est d'abord une question d'organisation, c'est une question de méthode, c'est une question d'administration, c'est une question d'équilibre, c'est une question de tellement de choses d'abord. Parce que quand vous prenez les pays les plus riches du continent, ce n'est pas pour autant que la couverture maladie universelle est établie. Ce n'est même pas pour autant que la couverture banale de base est établie. Je ne veux pas te citer de pays, mais au hasard, je prends le Gabon, qui est un pays riche. Je prends la Libye, qui est un pays riche. Et, à contrario, nous avons le sujet là, sur deux pays qui sont, semble-t-il, parmi ceux qui s'en sortent le mieux et qui ne sont pas les pays les plus riches du continent africain. La Mauritanie, le Bénin, qui ne sont pas des pays très riches. Et pourtant, l'offre semble être beaucoup plus intéressante et beaucoup plus acceptable.
Il est bien entendu que Nadia a raison. Si nous comprenons, si nous disons, nous avons de vrais problèmes. Nous avons de vrais problèmes parce que nous n'avons pas diagnostiqué quel est le souci que nous allons, ou du moins, quels sont les dispositifs que nous allons mettre en place pour que nous mettions en place donc un dispositif de santé répondant aux besoins qui sont les nôtres. Je pense que cette étude-là n'est pas faite. Les états généraux de la santé dans différents pays, encore une fois, il y en a 54. Et donc il est bien entendu que les difficultés, les problèmes rencontrés dans les uns et dans les autres ne se ressemblent pas forcément. Et donc l'adaptation se fait, même si le socle des difficultés communes est évidemment le même. Mais encore une fois, ce dont nous avons besoin, c'est encore une fois de le faire. L'exemple, donc Nadia l'a cité, elle a bien raison. L'exemple de Connexion sans frontières est très bien. Mais encore une fois, il ne peut pas répondre aux besoins. Il va répondre à un besoin d'un village, d'une collectivité, d'une petite localité. Mais le problème et l'enjeu est beaucoup plus important. Et il faudrait que nos pays, encore une fois, comprennent. Définitivement, mais je pense qu'ils l'ont compris. Là, on doit dépasser le stade de la compréhension et mettre les actes, donc, en conformité avec les paroles. C'est-à-dire que nous comprenions qu'une bonne fois, si nous n'avons pas un système de santé équitable, nous n'aurons jamais, ou adéquat, nous n'aurons jamais un pays qui réponde aux besoins qui sont donc ceux d'un pays en voie de développement. Et qu'encore une fois, l'idée de mettre en place une couverture maladie est faite par l'État, par le privé, par le partenaire. Le prélèvement et les idées de financement sont absolument possibles. Elles sont aujourd'hui innovantes. Elles sont des exemples de 50-60 ans d'un pays du Nord. Nous sommes capables de nous en inspirer. Je pense, moi, que c'est une question d'abord d'organisation et de volonté politique. Camille, vous partagez l'analyse qui a été faite. On est encore loin du compte pour ce qui est de l'assurance maladie en Afrique. Oui, tout à fait, on est loin du compte. Et il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de pays qui ont adopté ce qu'on appelle la couverture donc universelle de santé, mais dans la réalité, ça ne répond pas aux besoins, vraiment aux besoins. Il y a toujours cette inégalité, c'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle, moi, et en toute franchise, un service minimum, c'est-à-dire on vous accueille à l'hôpital ou dans le centre de santé, on vous prodigue les premiers soins, mais les analyses, par exemple, prenez... Pour détecter les maladies, il faut faire des analyses. Et ça coûte très cher. Il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'on ne connaît pas l'origine de leur maladie. On ne sait même pas de quoi ils sont morts. On découvre maintenant, surtout en Afrique du Nord par exemple, qu'il y a beaucoup de diabétiques. Mais c'est pas une découverte, il y a toujours eu des diabétiques. Sauf que maintenant c'est détecté, mais c'est détecté par les gens qui ont les moyens. Donc il faut être très pragmatique. Les États... Moi, je ne crois pas que tout peut être fait par les États. Ce n'est pas possible. Et on l'a vu dans beaucoup de pays. Par exemple, la France est un modèle étatisé et on a vu avec l'hépatite C, la France ne peut pas acheter des médicaments, un traitement à 56 000 €, c'est le prix. Donc, il y a 200 000 personnes aux résidents français qui vont être sacrifiés. Donc l'État ne pourra pas. Donc il faut un système mixte, privé-État, mais il faut le levier fiscal. Il faut le levier fiscal. Levier fiscal, cotisation. Il faut que les entrepreneurs qui travaillent dans l'informel soient incités à cotiser. Pourquoi ? Il faut qu'on ait cette mentalité dans nos pays, parce que les riches ne payent pas d'impôts, on paye très peu, et ça on le sait, parce qu'il y a beaucoup d'informels, il faut qu'on soit tous convaincus que en cotisant, en payant la sécurité sociale, en cotisant, en payant l'impôt, c'est un service aussi qu'on reçoit. C'est ça qui est important. Et l'État est là pour redistribuer. L'État n'invente pas, il n'a pas de l'argent qui tombe du ciel. L'État, il est là pour redistribuer, il doit bien gérer. Donc il faut un système qui repose sur la solidarité. Quand on fait des cotisations, c'est le système de l'assurance. Il faut qu'on comprenne ce que c'est que l'assurance. L'assurance, ça veut dire que tout le monde cotise, mais quand on est jeune et bien portant, on fait moins appel aux médecins, donc on cotise sans recevoir pas grand-chose, mais un jour on va recevoir, peut-être quand on aura des enfants on va recevoir. Donc il faut un système, c'est un système de mutualisation et de socialisation des coûts, mais aussi des ressources. Donc il faut des revenus, il faut des ressources. Il y a des pays qui ont adopté le système privé, 100% privé, c'est-à-dire vous cotisez à une caisse privée, vous avez des services. Mais là, c'est fait pour les riches ou ceux qui ont un emploi. Moi, je ne pense pas que c'est le bon modèle. Même aux États-Unis, il a été abandonné, ou un peu, par l'Obamacare. Donc, il faut un système mixte, étatique
et privés, avec des assurances, mais aussi avec des mutuelles, avec des cotisations. Donc ça repose au fait que les citoyens comprennent qu'en cotisant, ils se couvrent. Ils se couvrent en cas de pépin. Et dans le reportage, ça a été dit, et ça a été dit par mes collègues, lorsque vous avez un problème de santé grave, ben vous êtes ruiné parce que vous n'avez pas les moyens. Mais il y a un autre qui ne va pas avoir ce problème-là. Donc les gens, ils sont pas tous logés à la même enseigne. C'est comme les accidents de voiture. Vous avez tous une assurance auto, mais tout le monde ne fait pas des accidents le même jour. Donc c'est les uns qui cotisent pour les autres, et la solidarité, et c'est avantageux pour tout le monde. Mais il faut aussi qu'il y ait une politique de santé globale au niveau de l'État, de redistribuer les rôles, de voir un petit peu qui fait quoi, mais faire des systèmes de couverture universelle sans qu'il y ait des ressources, c'est un leurre parce qu'on fait croire que ça va marcher, mais il y a beaucoup de gens qui sont sur le carreau et on est à une médecine à deux vitesses pour les riches et les pauvres. Merci Camille. Un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a comparu ce mercredi 8 octobre devant la Cour pénale internationale à La Haye. L'audience a examiné la requête de report de l'accusation ainsi que la demande de la défense d'abandonner les poursuites. Le chef de l'État kényan est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007 et 2008. Et le Rwanda expérimente depuis 2009 le Kinyarwanda comme langue d'enseignement à la maternelle et dans certaines classes du primaire. Objectif, mettre sur le même pied d'égalité les 3 langues officielles du pays, à savoir le Kinyarwanda, le français et l'anglais. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.